Merci Nicolas. Ok. Alors pendant ce temps-là, donc je vous rappelle que juste après cette table ronde, on va vous proposer une pause, une petite pause café ou chocolat ou thé ou autre. Je vais demander, alors Yasmine est partie chercher ses petites notes, ah bah ça y est, très rapide. Monsieur Pierre de Firmas, directeur mobilité électrique chez Enedis, de me rejoindre. Nous avons également Malik Echachi qui est arrivé du Rhône, tout au fond là-bas, tout au bout, président du CIDER, expert en gestion entre autres énergétique locale. Et on a Clément Molison, il est où Clément? Il est là, délégué général de l'AVER France. Et je vais venir vous rejoindre également pour cette thématique vers un cadre réglementaire solide pour le déploiement de la V2J. Je prends mon téléphone parce que c'est là qu'arrivent les questions d'Internet. C'est moderne. Merci à tous les quatre. De nouveau, Yasmine, merci. Merci à tous les trois de nous rejoindre. On peut les applaudir aussi. Hein. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu mon micro? Je suis un peu faible, moi. J'ai un petit souci de retour, j'ai l'impression de crier, excusez-moi. Déjà, évidemment, Yasmine, on vous connaît bien. On va commencer avec Clément, tout au bout de la table, délégué général de l'AVER France. Le rôle de l'AVER, évidemment, est le vôtre. Oui, bonjour à tous et à toutes. L'AVER France, on est une association professionnelle pour le développement de la mobilité électrique. On rassemble tout l'écosystème de la mobilité électrique, que ce soit des acteurs de l'automobile, des acteurs de la recharge, de l'énergie, des services, des collectivités. Une partie d'entre vous est adhérente à l'AVER et notre mission, forcément, c'est d'identifier tous les obstacles à ce déploiement, à ce développement, de trouver des solutions et de le faire avec une vision écosystémique, donc en mettant autour de la table tous les acteurs pertinents, c'est de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. À vos côtés, Malik Echachi, le CIDER, SYDER, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors Malik Echachi, je suis président du syndicat d'énergie du Rhône. Donc nous sommes un syndicat de communes. Donc nous regroupons 200 communes autour de la métropole de Lyon, donc hors métropole de Lyon. Et nous sommes propriétaires, c'est très peu connu, nous sommes acteurs peu connus, mais nous sommes propriétaires du réseau de distribution d'électricité qui est bien géré par Enedis. Ça tombe bien, il est à côté. Hein. Donc nous sommes également propriétaires du réseau de gaz, nous produisons de l'énergie photovoltaïque, également on a une quinzaine de réseaux de chaleur. Nous intervenons aussi sur la mobilité électrique, nous sommes propriétaires d'un réseau de bornes de recharge électrique et nous avons sur le département du Rhône 240 points de charge. En fin d'année, nous serons à 300 à peu près points de charge, avec des superchargeurs notamment. Et nous faisons tout un tas d'autres choses, mais qui ne concernent pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas plus décliner. Vous reviendrez pour un autre sujet, évidemment. Monsieur Pierre de Firmas, vous êtes directeur mobilité électrique chez Enedis. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, mobilité électrique chez Enedis? J'ai une petite idée, mais... Oui, donc je suis donc le deuxième intervenant d'Enedis, désolé pour ça, aux côtés d'un des concédants effectivement du réseau, puisque c'est un système de concession, le réseau de distribution. Alors pourquoi mobilité électrique? La mobilité électrique, c'est nous ce qu'on appelle, c'est le nom qu'on donne en fait au défi qu'on a de faire face à l'électrification du secteur du transport. Hein. Et le secteur du transport, alors c'est bien connu, mais je le rappelle quand même, c'est un des plus émetteurs, si pas le plus émetteur du pays, 30%. Et Luc Châtel l'a bien rappelé, l'électrification, c'est le vecteur privilégié, surtout en France, pour décarboner ce secteur. Et pour Enedis, pour le distributeur que Axel a décrit tout à l'heure, public d'électricité, c'est un sacré défi parce que c'est à la fois faire face aux enjeux d'adaptation du réseau que là encore tu as déjà décrit, mais effectivement c'est l'usage de l'électricité qui va expliquer l'augmentation de la consommation d'électricité dans ce pays entre maintenant 2035. Puis on parle toujours de 2035, mais ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire, parce qu'il y aura 2050 aussi, il faudra aussi y aller. Donc ça fait beaucoup de térawattheures, et on va surtout parler de puissance, là, de gigawatts de pointe à accueillir. Mais il y a un deuxième défi très opérationnel et qui a déjà commencé, même si on n'est qu'au début du commencement, c'est l'activité.
de raccordement, puisque 2 millions de véhicules, ou même un peu plus, ça fait 2,3 millions de points de charge déjà en France, quand on en aura 18 millions en 2035. Super. Et tout ça, il faut raccorder sur tous les segments, etc. Donc c'est pourquoi Gros Enedis a mis en challenge. place il y a quelques années déjà, parce qu'on y a cru. Donc on s'est dit, ça va arriver, ça va être un sacré truc. Et donc il faut mettre en place une organisation dédiée. Ce qu'on n'aime pas trop à Enedis, on est vraiment une boîte régionale et on travaille avec nos partenaires locaux. Ah, et c'est le jaune, hein. Je ne sais pas ce qu'il a, c'est le jaune. Allô, allô. Mais, non, là, prenez celui du voisin, si voilà, vous voulez. ouais, là, ça justifie d'avoir une organisation dédiée dont je m'occupe pour être au rendez-vous. Je vais redonner quand même le micro à Yasmine parce que vient de me traverser l'esprit qu'il y a des personnes qui nous rejoignent sur Internet, puisque nos conférences sont en ligne et en direct sur le site de Covoltis. Alors, pas aussi long que tout à l'heure. Petite présentation, Yasmine, de vous et d'Afri. Ça marche ou pas? Ça marche, Oui. oui, ça marche. Donc, Yasmine Assef, senior principal chez Afri Management Consulting. On a un cabinet de conseil en stratégie et on est des experts et des économistes de l'énergie, voilà, et on travaille sur la mobilité électrique également en Europe. On est présent dans une quarantaine de pays en Europe, je pense. Alors, ma question qui va suivre, vous allez voir, elle vaut pour tous les quatre. Je vais vous demander si, pour chacun d'entre vous, quel est aujourd'hui le principal obstacle réglementaire pour le développement de la V2J en France, en Europe, mais on va rester en France là pour le coup. Yacine. Question difficile, du coup, s'il faut en choisir un, et puis certainement, on a tout à l'heure parlé d'harmonisation, etc. Puisque j'ai mon cher ami Pierre à côté, donc du coup, je vais parler d'un défi. Bienvenue Pierre. Voilà, bienvenue Pierre. D'un point qui est important, qui est finalement le coût de connexion au réseau, voilà, le TURP. Qui est effectivement, ce n'est pas aujourd'hui un point bloquant pour le développement du B2G. Toutefois, ça peut représenter un frein dans le modèle économique de la manière dont aujourd'hui, à l'injection, au moment de l'injection, l'acteur qui fait cette injection, donc la voiture, paye encore un TURP et surtout, pardon, excusez-moi, au soutirage, paye un TURP alors qu'il a injecté sur le réseau pour rendre un service au réseau. On peut rappeler 2 secondes, oui. Parce que je pense que tout le monde ici connaît les termes TURP. Tout à l'heure, on a parlé de bac à sable. Et moi, je pense à ceux qui nous regardent. Effectivement. Voilà, donc, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Il y a un TURP au niveau du réseau de transport, il y a un TURP au niveau du réseau de distribution. Et encore une fois, dans les pays européens, type l'Allemagne, la situation est bien pire parce que voilà, il y a vraiment une double taxation. En France, il y a cet élément j'ai envie de dire double TURP, et je m'excuse d'avance, le terme est certainement pas bien choisi, mais qui peut freiner, et en tout cas qui est un élément qui n'aide pas dans l'équation économique, qui est déjà difficile pour le B2G. Ce point-là a été traité pour les stockages stationnaires. Et au niveau des stockages stationnaires, il y a un nouveau TURP, le TURP 7, qui est même incitatif dans certaines régions pour installer du stockage stationnaire. Il y a peut-être un petit effort à faire sur le stockage mobile. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait profiter pour le V2J du même TURP baissé, que sur le stationnaire. Exactement. Directement Pierre de Firmas. Oui, donc ton ami. Non mais merci d'avoir évoqué ce point parce que moi j'avais pas d'idée en réponse à la question voilà. Parce que je trouve pas tellement qu'il y a de freins réglementaires. Mais du coup ça me permet de répondre parce qu'en plus c'est vraiment une super question qui permet de rentrer vraiment sur le fondamental du système électrique, etc. Donc, je vais être un peu provo, désolé. On parle vrai, nous, vous savez, on n'est pas là pour... aussi, par exemple, quand je prends le train, que je fais un aller-retour, j'aimerais bien que ça soit gratuit. Ce serait agréable. Mais en fait, quand on utilise... L'aller ou le retour? Les deux. Les deux, parce que je me dis, après tout, j'ai déjà payé. Donc c'est un peu ça. Donc, j'avais dit, je t'avais prévenu,
mais t'avais qu'à pas non plus. Bon. Non, mais on est là pour ça aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a une réalité économique derrière un coût, ou alors ça veut dire que c'est pas bien calé. Et donc la réalité économique, c'est qu'on utilise une infrastructure, il a fallu la développer, etc. Voilà, on paye quand on l'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour adapter. Et puis il peut y avoir des phases aussi. On peut avoir envie d'encourager le démarrage de quelque chose et donc adapter. Mais sur le principe, c'est quand même un point que je voulais faire. Et puis le deuxième point que ça me permet de faire, c'est que justement, le système électrique, on peut le regarder de façon compliquée, mais finalement c'est assez simple. Il y a des moyens de production, et donc il y a ce que disait Quentin tout à l'heure, il faut toujours assurer l'équilibre offre-demande, ça c'est un sujet. Et puis il faut acheminer les électrons, ça c'est les réseaux. Ce que fait le V2G, alors on en reparlera je pense, mais ce que permet le V2G et déjà plus largement le pilotage de la recharge, je vais y revenir parce que c'est un peu ma marotte, c'est surtout d'agir sur le premier sujet. Hein, c'est surtout de permettre d'arranger les bidons de l'équilibre offre-demande au niveau national, ce qu'on appelle le réglage de fréquence pour assurer ça. Donc ça rend des services. Mais quand on parle du TURP, faut regarder, moi je reviens toujours à mon truc, hein, c'est économiquement, quels sont les fondamentaux de ce tarif. Donc est-ce que le V2G rend des services au réseau? Et est-ce que du coup, on doit adapter le coût d'accès au réseau quand quelqu'un utilise du V2G? Pas tellement en fait, pas tellement. Ça rend pas tellement de services. Aujourd'hui? Aujourd'hui, demain, à voir. Il n'y a pas tellement de situations en France, ça a été dit d'ailleurs par Quentin, de congestion locale de réseau. S'il y en avait, et s'il y en a, et ça peut quand même arriver, ça peut rendre un service que quelqu'un, ou qu'un paquet de voitures demain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la valeur, elle se trouve dans l'équilibre offre-demande, elle se trouve pas tellement dans l'économie de réseau. Voilà. D'accord. Juste une petite question, après je vous donne la parole, Malik, parce que je vous voyais réagir là. Aujourd'hui, on a vu, hein, on a 68 millions d'habitants en France. Dans demain, on peut être 75, 80, il va y avoir une forte demande d'électricité supplémentaire. On le voit bien, avec tout le réchauffement climatique de la planète, on a de plus en plus de populations du Sud qui vont arriver, donc on peut très vite avoir des besoins énergétiques. Oh, ça, je sors de mon sujet, pardon. Mais du coup, votre réseau, votre V2G, il va apporter des solutions. Sur l'équilibre offre-demande, c'est-à-dire sur la quantité d'électricité qu'il faut produire à tel moment. Donc ça, c'est pas Enedis. Ça, c'est les producteurs, c'est le système de production. Donc là, oui, bien sûr, ça a un vrai intérêt. Mais nous, c'est pas ça notre métier. Nous, on achemine l'électron. On vend. Voilà, on vend. Et donc, bon, bien sûr, la taille du tuyau, elle dépend un petit peu de la quantité. Mais finalement, c'est pas vraiment l'enjeu de premier ordre. D'accord. Malik, est-ce que je vous voyais prêt à réagir? Là, vous n'étiez pas complètement d'accord sur l'histoire de l'aller-retour en train. Non, mais déjà, je suis d'accord sur le fait que la réglementation n'est pas forcément un frein. Néanmoins, il y a des adaptations à mettre en œuvre dans cette réglementation pour bénéficier pleinement de la technologie V2G et notamment des services de flexibilité. Sur le TURP, déjà, il va augmenter de 7 à 8% très prochainement. Mon point de vue, mais ça reste que mon point de vue que j'ai exprimé au niveau national, c'est que le TURP est trop élevé. Je rappelle, le réseau, c'est un bien public. C'est un bien qui a été financé par tout le monde dans cette salle. C'est un bien public. C'est un bien qui doit aider aussi à développer, à aider à la sobriété, développer les services de flexibilité, etc. Donc, l'exemple du péage, qu'à un moment donné, qu'on n'ait pas une double taxation dans le cadre du TURP, moi, ça ne me semble pas déconnant. Je pense même au contraire que c'est plutôt positif collectivement et qu'il y a suffisamment de manières de rémunérer, le gestionnaire, la maison mère, les propriétaires du réseau, et que avoir une tarification adaptée qui permette de répartir de la valeur, de laisser un peu de la valeur, je pense que c'est une bonne chose. Et le TURP 7 devrait aller un peu plus loin. Alors oui, il y a des expérimentations, oui, il y a des réflexions, etc. Mon avis, en tant que propriétaire du réseau, c'est qu'on peut aller un peu plus loin et que, effectivement, s'il n'y a pas de double tarification, c'est une bonne chose. Premier point. Deuxième point, il y a un sujet, il me semble, autour... Alors, je voudrais dire d'abord que je ne suis pas spécialiste du V2G et je suis encore moins juriste. Mais je pense qu'il y a un deuxième sujet autour de la fiscalité et notamment autour de l'accise électricité. Est-ce que l'on considère que la batterie, c'est un consommateur final d'électricité? Il va soutirer, il va réinjecter.
est-ce qu'on considère comme un consommateur final qu'il faut taxer? Là aussi, je pense que la réponse, elle peut être nuancée. Par moment, il peut être un consommateur final, et par moment, notamment quand il réinjecte et qu'il apporte un service de flexibilité au réseau, il ne faut pas le considérer comme un consommateur final et donc ne pas le taxer. Donc ça, c'est le deuxième point. Et sur la réglementation, je pense qu'il y a un point, mais qui est un peu plus large, qui a été abordé dans la première table ronde, sur les questions de données, de propriété de données, de fiabilité de la donnée. On a parlé par exemple du comptage, est-ce qu'il se fait dans le véhicule, est-ce qu'il se fait, et je comprends la position d'Enedis qui est de dire, dans notre zone exclusive, nous assurons cette mission de comptage, je la comprends. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas des dispositifs qui permettent, et on les a, on a bien vu qu'on sait le faire dans le véhicule, d'avoir un comptage qui soit fiable, qui soit standardisé et qui permette une forme de facilité de déploiement de ces technologies. Là aussi, je pense qu'il y a un sujet. Ça, on est en train de le tester d'ailleurs. Tout à fait. Et puis, dernier point, et après je juste avant Clément, c'est, je crois aussi en tant que structure publique, qu'il y a aussi d'autres questions autour de plutôt, alors là aussi qui sont assez faciles à lever, mais néanmoins il y a quelques sujets autour de la confidentialité des données. Alors je sais que c'est toujours un tabou, quelque chose où on a l'impression que si je partage cette donnée-là, avec nos téléphones, on partage beaucoup plus de données. Néanmoins, il y a une question juridique liée au partage de cette donnée et de la confidentialité liée à sa batterie, etc. Donc il y a un sujet aussi juridique autour de ça. Clément Mollison, les principaux obstacles réglementaires, puis après vous garderez le micro et vous nous parlerez un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Oui, ça marche. S'il vous plaît. Pas évident de passer à la fin parce que je pense que l'essentiel des c'est pour ça que vous pouvez aller directement nous dire ce qui se passe ailleurs. ont été adressés. Peut-être deux remarques. Une première et sur la question justement qui était évoquée juste avant sur la confidentialité des données. On a parlé aussi consentement des utilisateurs. Un sujet peut-être plus de pédagogie et de communication. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a eu un hiver un petit peu compliqué du côté électrique. RTE avait annoncé avec EcoWatt un certain nombre de mesures et notamment de se dire peut-être que si on est dans le orange, dans le rouge, on va demander aux utilisateurs de véhicules électriques de décaler leur recharge un peu plus tard. Super, déjà, rappelons quand même que c'est incroyable d'avoir des véhicules dont on peut décaler simplement la recharge. On a quand même eu quelques jours de battage médiatique sur est-ce que RTE va couper la recharge des voitures électriques? Et derrière des gens de se dire demain peut-être que un acteur autre que moi, que ce soit Enedis, soit EDF, RTE, peu importe vraiment le nom, va se retrouver chez moi et va me couper mon électricité. Et on a eu un peu un retour des discours Linky, et surtout anti-Linky, sur à quel point un acteur, que ce soit l'État ou des entreprises proches de l'État, ou vues comme telles, vont pouvoir avoir accès à mes informations. Donc je pense qu'il va être essentiel de travailler vraiment sur cette question, et encore plus quand on va pouvoir massifier les technologies de pilotage et de V2G. L'autre point sur le cadre réglementaire, évidemment, il est important, il faut qu'on trouve des mécanismes incitatifs. Néanmoins, quand même se rappeler qu'on est sur une technologie nouvelle de R&D. Il faut quand même que ce cadre il soit suffisamment lâche pour qu'on laisse de la place aux acteurs pour innover, pour trouver de nouvelles façons de faire. Donc évidemment, parler le même langage, avoir les mêmes règles du jeu, mais se laisser un peu d'espace pour pouvoir innover. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, d'ailleurs en termes de réglementation, est-ce que la France est un peu en retard par rapport à d'autres pays, par rapport à la V2J, Clément? Ou pas spécialement? Disons qu'on a peut-être une moindre urgence par rapport à d'autres pays. Par exemple, les Pays-Bas travaillent énormément sur ces questions et sur les questions de communication entre la borne et le véhicule aussi, parce qu'ils ont un réseau qui est très très congestionné, beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui en France. Pour eux, c'est une vraie question de peut-être demain ne pas pouvoir rajouter une borne parce que le réseau est déjà trop congestionné, sauf qu'ils se dirigent tout aussi vite que nous, et avec un petit peu d'avance par certains aspects, vers une électrification massive de leurs usages et notamment de l'e-mobilité. Pareil sur le Royaume-Uni, on a eu par exemple un pilotage, pour le dire simplement, qui est rendu obligatoire. On a un territoire insulaire, on a un territoire qui s'est plus ou moins coupé de l'Europe avec le Brexit. Donc ils ont eu ces enjeux-là qu'on a beaucoup moins au niveau français. Mais c'est sûr qu'il y a encore énormément de choses à faire. Tout à l'heure, on a une question sur les aspects économiques du V2G.
très compliqué en fait de répondre vraiment à cette question, parce qu'il y a la photographie aujourd'hui, mais il y a surtout où est-ce qu'on veut être demain. Et il y a plein de mécanismes à activer, il y a plein de leviers à activer pour faire en sorte que ce soit plus ou moins intéressant selon certains cas d'usage, selon certains moments. Et ça, c'est avec tous les acteurs qu'il faut qu'on puisse travailler à ces questions. Est-ce que ce sont des actes... Oui, Pierre ? Si je peux juste ajouter un mot à cette réponse que j'ai trouvé très bien. Mais c'est que, moi j'irais même un peu plus loin, c'est qu'en France, ça a été rappelé tout à l'heure, avec Renault, c'est une première mondiale en fait ce qu'on a fait. Ça existe nulle part, le V2G. Donc moi je dirais qu'on n'a pas spécialement de retard. Et d'ailleurs nos amis hollandais, ils ont commandé 500 Renault 5 là, pour faire à Utrecht. Et ils sont dans l'expérimentation d'un truc qu'on a réussi à mettre en place. Et Renault nous a demandé d'ailleurs, à nous Enedis, de parler à nos petits camarades du réseau des distributeurs européens, là, IDSO, pour arranger leurs bidons et faire en sorte qu'ils puissent aussi vendre leur R5 avec l'option V2G dans d'autres pays européens. Donc je crois qu'on a fait preuve déjà, et quand je dis on, c'est surtout Renault, mais parce que c'est eux. Tout à l'heure, Luc Châtel l'a rappelé, mais c'est eux quand même qui ont commercialisé. En tout cas, qui ouvrent la porte en France, mais en Europe, je suis pas sûre. J'ai vu Claire réagir, qu'on aura tout à l'heure. Claire Weiler, qui est à Londres d'ailleurs, qui a fait et j'ai même vu Yasmine réagir en faisant c'est pas tout à fait. Enfin, Renault n'est pas le premier. À l'échelle, j'allais dire commerciale, etc., quand même, le Renault est un des premiers. Il y a ailleurs, il y a sur d'autres technologies. Il y a d'autres technologies. Nissan, il ne faut pas les oublier quand même, ils étaient déjà là avec d'autres technologies un peu anciennes. Donc, voilà, mais le système existait avec injection sur le réseau électrique. Voilà. Après, je pense que ça ne soit pas la bataille de qui est le premier. L'essentiel, c'est qu'il y ait de plus en plus d'acteurs. Voilà, et un acteur, je veux dire, autre que des acteurs soit premium, etc., mais vraiment un acteur de masse, entre guillemets, type Volkswagen, type Renault, c'est super important. Voilà. Donc voilà pour les constructeurs. Revenons sur les normes. Je remonte sur les normes. Côté réglementaire. Oui, côté réglementaire, un peu en comparaison des autres pays. C'est vrai que la France n'est quand même pas mal dotée. On a des petits freins ici et là qu'on peut améliorer, qu'on peut challenger. Il y a des pays comme l'Allemagne, malheureusement. L'Allemagne a énormément besoin de flexibilité. L'Allemagne, avec l'intégration des renouvelables, a énormément besoin de flexibilité. Il y a beaucoup de stockage stationnaire qui s'installe et c'est très bien. Il y a un grand potentiel de véhicules to grid et en revanche, leur cadre réglementaire ne le permet pas et est beaucoup plus, entre guillemets, en retard. L'Italie et l'Espagne, en revanche, ils ont enlevé tous ces sujets de double taxation ou double turbo, double ce que vous voulez. Il faut par contre qu'il y ait plus de véhicules et malheureusement c'est des deux pays dans lesquels... Et donc en fait il faudrait une norme européenne pour tout le monde. Donc idéalement il faudrait effectivement une harmonisation des règles et des normes européennes. On n'a pas parlé de grid code, c'est la spécialité de Enedis et autres DSO. Cette normalisation des codes réseau pour que effectivement une voiture qui est achetée en France pour faire du V2G demain puisse le faire ailleurs, que la norme de ESAN puisse être vendue plus facilement dans tous les pays, ça c'est fondamental et ça par contre c'est dans la main de la Commission. Un dernier point sur la réglementation européenne, dans les nouvelles règles de marché qui sont donc marché électrique, qui sont en vigueur depuis cette année, la flexibilité distribuée, la position de l'usager au centre du système électrique est promue. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça montre la voie. Ça veut dire que vraiment, dans les règles du marché électrique, on comprend l'importance de cette flexibilité distribuée. Il y a des freins, mais en même temps, c'est un des moyens les moins coûteux pour répondre à l'équilibre offre-demande, pour répondre à des enjeux d'équilibrage de la fréquence, et puis, entre autres, pour pouvoir capter le revenu qu'il y a sur les marchés électriques également, pour pouvoir le rétribuer à l'utilisateur final. Malik Echachi, vous qui êtes le président du syndicat du CIDER du Rhône, départemental du Rhône, vous faites une expérimentation V2G en ce moment avec le CIDER, mais du coup, comme vous êtes un acteur public,
Est-ce que c'est pas plus compliqué au niveau de la réglementation? Alors effectivement, on est au tout début de cette expérimentation. On a équipé notre flotte de véhicules électriques, donc des Renault, des nouvelles Super 5. Ils ont de la chance, les DR5, c'est DR5, c'est pas la Super. Des R5, pardon, qu'on va recevoir là, je crois, en mars, si je ne me trompe pas. Et les Alpines plus tard? Dans un second temps, peut-être. Donc l'objectif, c'est vraiment de tester en conditions réelles, c'est-à-dire on a 200 communes qui peuvent être des territoires d'expérimentation. L'objectif, c'est de faire exactement ce qui est évoqué dans la première table ronde. Dans un premier temps, prendre de l'énergie, la stocker, l'utiliser, la réinjecter sur un bâtiment, par exemple, ou sur un bureau, sur des bureaux, sur une commune, etc., pour pouvoir, enfin, une mairie, par exemple, pour pouvoir l'autoconsommer. Ça, c'est le premier point. Je réponds peut-être à la question qui a été évoquée tout à l'heure sur l'autoconsommation. Il est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos communes nous demandent plutôt d'être dans des logiques d'autoconsommation. La logique de la réinjection au réseau, c'est pas celle qui prime. Elle primait il y a quelques années. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique d'autoconsommation. Donc, pour rebondir sur ce que disait le précédent intervenant d'Enedis, effectivement, si on arrive déjà à être dans cette logique d'autoconsommation au bâtiment, que ça soit patrimonial ou collectif, c'est-à-dire individuel ou collectif, je pense que c'est un premier point. Donc, l'objectif de notre expérimentation, elle va être de faire ça. Deuxième objectif de cette expérimentation, ça va être de réinjecter au réseau. Bien évidemment, d'essayer de réinjecter au réseau, avec une particularité, on a plutôt des communes de type rural, donc on n'aura pas des gros hubs, on ne va pas avoir de logique d'agrégation, on va peut-être aussi sur les logiques de mécanismes d'ajustement, on ne sera pas sur les seuils d'un méga, on sera certainement très loin de ces seuils d'un méga, et là peut-être aussi qu'il y a des discussions et une réglementation à faire évoluer. Pierre, il est content d'être venu. Hein. Et la techno fonctionne. Les communes sont prêtes à rentrer dans cette démarche. Néanmoins, encore faut-il, que ça a été aussi abordé tout à l'heure, qu'il y ait un business économique, qu'il y ait un business model qui fonctionne, qu'il y ait une vraie rentabilité à ces projets. Et moi, j'ajouterais en tant que président du syndicat du Rhône, ce qui va être intéressant de regarder aussi, c'est l'aspect résilience des réseaux. On a par moments des aléas climatiques. Je ne veux pas caractériser ces aléas climatiques qui peuvent être réels avec des vraies catastrophes, mais des fois c'est simplement un coup de vent qui fait tomber le réseau. Ça peut arriver sur des territoires ruraux. Le fait d'avoir une batterie, non pas stationnaire, mais une batterie mobile, qui puisse temporairement, le temps que les agents d'Enedis remettent le réseau en route, alimenter une maison haute, c'est aussi quelque chose qui pour nous, on regarde ça avec attention. Oui, puis c'est une vraie réalité avec le changement climatique et tout ce qui se passe. Il y a des réalités qui nous rattrapent fortement. Clément, l'important, c'est, vous le disiez, c'est que tous les acteurs de la filière se réunissent. Est-ce que vous pouvez, d'ici 10 ans, enfin 5 ans même, 2030, 2035, réussir à créer une vraie rentabilité? Ça sera pour la table ronde numéro 3. Qu'est-ce que vous voulez me faire signer? Non, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui vraiment pour que ça puisse fonctionner en 2030 et 2035 là, que la réglementation se mette vraiment en route et puis que tous les acteurs de cette filière puissent vraiment, qu'il n'y ait plus de frein en fait? Très clairement, il y a tous les enjeux de standardisation qu'on a déjà pu mentionner et les enjeux autour de la communication entre la batterie et la borne sont des enjeux qui sont extrêmement importants. On a une initiative qui s'appelle Mobena qui a été portée par VDCom avec un grand nombre d'acteurs qui l'a relancé une deuxième saison pour poursuivre encore ses travaux. Et donc il y a déjà un grand nombre de conclusions qui ont été données. Il y a un vrai travail à achever là-dessus et ensuite à diffuser à l'ensemble du réseau qui existe déjà, enfin du réseau de recharge, pas du réseau électrique. Après, c'est le travail de collaboration. Je pense qu'il est déjà en cours. Il est plutôt en cours aujourd'hui en direct d'entreprise à entreprise qui sont en train de tester, qui sont en train de chercher de la valeur. Il va falloir à un moment sortir et trouver des règles qui conviennent à tous. Et aussi, vraiment, c'est les incitations financières. Comment on accompagne tout ça? Ça peut prendre plein de formes différentes, que ce soit dans les règles. On a parlé de TURP et autres. Faut regarder ce avec quoi on sera tous le plus à l'aise. Les utilisateurs de véhicules électriques, aussi tous ceux qui ne sont pas encore utilisateurs, évidemment. Et dans ces incitations, en France, on a mis en place un crédit d'impôt il y a déjà de nombreuses années pour l'acquisition de bornes de recharge. Maintenant, ce crédit d'impôt, il est fléché spécifiquement sur des bornes de recharge qui sont pilotables. Déjà, ça, c'est un premier
pas qui est fait dans cette direction, de se dire on va plutôt vers un matériel qui embarque plus d'intelligence, ou en tout cas on va aider un matériel qui embarque plus d'intelligence. On peut imaginer d'avoir des paliers en fonction du degré d'intelligence de ces matériels-là. Donc voilà, vraiment c'est tous ces différents leviers qui sont à travailler. Mais à partir du moment où on trouvera et on a de la valeur, on aura tous les acteurs qui seront prêts. Et je pense que le fait qu'il y ait déjà autant de monde aujourd'hui et d'entreprises montre à quel point les gens sont intéressés par cette question du V2G. Alors, il y a une personne qui est avec nous dans la salle et ça a été une belle surprise, Claude Renard, du Gène Énergie. Est-ce que vous voulez venir participer un petit peu? Est-ce que vous voulez donner aussi votre avis sur cette réglementation et sur le sujet de la réglementation? Venez, je vous prête mon fauteuil. Vous allez même pouvoir vous asseoir. Et la place est toute chaude. Merci. C'est effectivement la belle surprise pour moi. C'est une mauvaise surprise? Non, la belle surprise. Ah, c'est très bien. Oui, sur ce sujet comme ça, un petit mot pour vous présenter, peut-être quelques personnes, Monsieur Renard, qui vous connaissent. Donc Claude Renard, je suis coordonnateur au déploiement des bornes pour véhicules électriques au ministère de Transition écologique. Donc effectivement avec un volet fortement réglementaire, puisque côté ministère, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Et puis évidemment, un gros volet sur lequel on travaille, c'est l'accompagnement, donc notamment l'accompagnement des dispositifs financiers. Donc il y en a eu par le passé, il y en a de moins en moins. Donc je pense au plan de relance France 2030, dont le CIDER est lauréat, je crois, de mémoire. Voilà, c'est la petite anecdote. Et puis effectivement des incitations sur lesquelles les réglementaires on travaille, comme le crédit d'impôt pour les bornes à domicile, mais également la TVA réduite, les avantages en nature, enfin voilà, donc tout un paquet de dispositifs sur lesquels on essaye de travailler. Et ça, c'est plus à destination des consommateurs, le crédit d'impôt, ou ça pourra aussi fonctionner sur les fournisseurs ou les... Alors, de ce qu'on entend déjà sur les différentes tables rondes, c'est qu'on voit bien qu'on a, et ça a été dit plusieurs fois, l'objectif d'animer un écosystème. On met autour de la table dans le véhicule to grid des constructeurs automobiles, des fournisseurs d'énergie, des gestionnaires de réseaux de distribution. Donc c'est un écosystème qui n'avait pas l'habitude de travailler forcément ensemble. Et on est sur un sujet technologique relativement nouveau, sur lequel les normes sont en train de... Alors elles existent effectivement, mais elles sont récentes depuis 2 ans sur la 1518-20. Mais on a encore beaucoup de travail à faire sur ce travail normatif. Et en fin de compte, il faut qu'on puisse travailler collectivement également sur le volet réglementaire qui doit s'adapter, même si aujourd'hui on n'a pas vraiment de frein directement identifié. On a encore des petites améliorations réglementaires pour pouvoir faciliter, pour être sûr qu'on puisse avoir une optimisation financière, par exemple, pour les personnes qui décident de rentrer dans ce dispositif, parce que clairement, on ne va pas... Je le dis avec mes mots, on ne va pas laisser un tiers jouer avec sa batterie, la cycler X fois pour gratter 10 € à l'année. Ça, c'est évident que ça semble compliqué. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, ça veut dire qu'il y a quand même une réticence des particuliers pour laisser la voiture. Alors, il y a des garanties, c'est-à-dire au sens aujourd'hui, clairement, quand on prend un contrat avec du véhicule to grid, on demande à ce que de toute façon, la batterie ne descende pas en dessous d'un certain pourcentage de remplissage, que le socle ne soit pas en dessous d'un certain seuil. Sur la courbe qu'on a vue tout à l'heure, moi je l'ai vue avec mon œil aiguisé, on a vu qu'on n'est pas descendu en dessous des 40%. Donc ça, je pense que c'était un exemple très précis. Le client n'a pas souhaité... Ouais, si on la repasse, non, c'est peut-être compliqué. Voilà. Donc ce qui permet que... Là, voilà. 30% ouais, 30%. Ou 30%. Mais attention, excusez-moi, Monsieur Renard, ce sont des employés d'EDF, des entreprises. Donc c'est normal peut-être. Mais le particulier, pareil. Ok. Le particulier, effectivement, il souhaite que son véhicule soit plein à 7 h du matin quand il part, mais il se dira toujours, si jamais j'ai une urgence à minuit, je veux pouvoir faire quelques kilomètres, que ma batterie ne soit pas complètement vide, même si on lui garantit qu'elle soit pleine à 7 h le matin. Donc il y a un aspect, on va dire, psychologique qui pourrait être de réticence pour les particuliers comme pour les entreprises. Il y en a 2. C'est le premier, être sûr que ma batterie ne vieillira pas de façon prématurée avec un cyclage accéléré.
Donc ça n'a pas été évoqué dans les différentes tables rondes, mais c'est normal. On n'a pas parce qu'il n'y a pas de problème. Bah oui, si, ça a été évoqué sur la première rapidement. Axel, Si, Axel, Nicolas, Leménien, on a parlé, monsieur Renard. Peut-être un moment d'inattention. Mais la réponse, a priori, n'était pas aussi claire. Oui, donc la réponse est quand même très claire. Aujourd'hui, les batteries, même en cyclant... Je pense que je l'ai dit, que le châssis mourrait avant. Oui. C'est ça, le châssis meurt avant. On l'a dû déjà le dire sur une autre table ronde. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le partage de la valeur. Parce qu'effectivement, le véhicule to grid, comme l'ensemble du pilotage, permet de faire des économies globalement sur l'ensemble du dispositif de production, distribution d'énergie, puisqu'en fin de compte, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ça va être la production d'énergie à la pointe qui coûte le plus cher, et donc c'est cette énergie, c'est cette production à la pointe qu'il faut limiter, donc voilà, au niveau des pics, et réinjecter à ce moment-là pour éviter en fait d'avoir des sites de production dédiés uniquement pour cette pointe qui ne représente pas forcément énormément de temps, mais qui représente marginalement énormément de coûts. Et donc, ça permet de dire que le pilotage, premièrement le pilotage, mais ensuite le véhicule to grid, on va dire un petit peu mieux, permet d'avoir un gain financier important, et il faut partager cette valeur avec la personne titulaire du véhicule et pas uniquement le fournisseur d'énergie. Tout à fait. Et ça fait partie de la table ronde numéro 3. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est bien évidemment tous ces dispositifs-là étant nouveaux, on parle de normes, on parle de réglementation, on parlait d'interopérabilité. Aujourd'hui, l'offre qui existe et qui fonctionne bien, on l'a cité plusieurs fois, donc effectivement la borne Mobilize, enfin la borne, le véhicule, la Renault 5 électrique, véhicule to grid, avec sa borne Mobilize. Je crois qu'ils sont déjà à plus de 4000 ventes avant Noël. Avec la borne fabriquée par Lacroix, fabriquée en France, et puis un opérateur, The Mobility Ice, qui fournit l'énergie, c'est un triptyque. Donc il faut les trois pour pouvoir avoir, ça a été dit par Axel, il faut les trois dispositifs. Ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est que ce marché soit ouvert avec tous les véhicules en capacité véhicule to grid, tous les fabricants de bornes qui font des bornes bidirectionnelles, mais également tous les fournisseurs d'énergie qui décident de rentrer dans le dispositif. Et ces fournisseurs d'énergie, comme les fabricants de bornes, comme les constructeurs automobiles, aujourd'hui répondent à des réglementations, normes, européennes. Et donc, notre réflexion d'un point de vue réglementaire au niveau du gouvernement, mais pareil au niveau technique avec les constructeurs, les fabricants de bornes, doivent être au niveau européen. Donc aujourd'hui, ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'il y a un groupe de travail qui existe, la Coalition of Willing, qui a été initié au tout début par les Allemands. Donc il y a eu plusieurs réunions à Berlin, puis maintenant on fait en visio principalement, mais qui regroupe une quinzaine de pays européens pour travailler sur ces sujets. Et dans ces pays, ce n'est pas uniquement les gouvernements, les ministères, c'est surtout les industriels pour travailler sur les différents sujets que sont les problématiques réglementaires. Alors réglementaires au sens large, c'est-à-dire incluant les sujets de taxes, les sujets de TURP, les sujets du réseau, mais des sujets également techniques, avec chaque pays des spécificités. Évidemment, nous, on a Enedis sur 95% du territoire. Les Allemands, les Pays-Bas, c'est pas du tout le même fonctionnement, et on doit pouvoir quand même fonctionner. Donc voilà. Donc ça, il y a des choses à annoncer aujourd'hui ou pas encore? Pas encore. Bon, Non. Bonne résolution 2025. Alors, non, typiquement, ces travaux continuent, pas plus tard que ce matin. Il y avait une réunion du Working Group numéro 1, voilà, avec nos amis allemands et tous les pays qui étaient dedans. On devait être une 60aine en visio, c'était passionnant, mais il y a encore du travail à faire. D'accord, on compte sur vous. Pierre de Fermas voulait réagir. Oui, je voulais... Parce que tu parlais de la valeur, effectivement, et tu as bien illustré, je crois que ça reprenait aussi ce qu'on se disait un peu avant, c'est que la valeur du V2G, là, quand je disais c'est sur l'équilibre offre-demande qu'on la trouve principalement, du coup ça se traduit dans le spread de prix qu'il y a entre heure creuse et en tout cas moment où on a un prix très haut et où on va décharger, et moment où au contraire voilà. Et donc ça c'est la partie fourniture, et c'est là c'est cette partie-là qui doit retranscrire la valeur du V2G si elle existe.
Bon, et elle existe, mais c'est là qu'on va la trouver. Et du coup, je voulais aussi revenir, parce que maintenant j'ai une réponse à la question qu'est-ce qu'il faudrait du point de vue réglementaire, parce que pour un peu renchérir sur ce que disait Clément, moi je trouve qu'on n'est pas allé du tout assez loin avec ce crédit d'impôt pour la borne pilotable. On a besoin d'un peu plus que ça. On a besoin d'être sûr que la charge est pilotée, parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Quand on regarde, on fait des sondages, il y a à peu près 25% des possesseurs de véhicules électriques qui considèrent qu'ils pilotent la charge, c'est-à-dire qu'ils rechargent à un moment qu'ils ont choisi. Hein. Or, quand on regarde, et donc là je suis désolé parce que je sors un peu du sujet V2G qui est quelque chose de plus élaboré, qui est quelque chose de plus, qui fait plus briller les yeux. Mais avant ça, il y a un socle. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ne loupe pas cette marche-là, qui est le V1G, si on veut faire chic. Simplement le fait de placer la recharge pendant les heures creuses, pendant les heures où le système électrique n'est pas très sollicité. C'est ce qu'on fait depuis des décennies avec les ballons d'eau chaude. Hein. C'est pas super glamour, mais n'empêche que ça rend bien des services, que l'essentiel des phases de chauffe de ces ballons d'eau chaude se déclenche en heure creuse, c'est-à-dire à des moments où on sollicite pas pas dans de production. Comme la nuit, par exemple, comme la nuit, entre comme 15, demain, voilà. Mais ça veut dire quoi, Pierre? Excusez-moi d'aller dans votre sens, de réagir. C'est-à-dire que vous aimeriez au début qu'en termes de réglementation, presque on oblige. Oui. Alors bon, on n'aime pas les mots comme obligé. Ah non, hein. Surtout en France. On n'aime pas comme les mots comme obligé. Mais non, mais oui, on ne peut pas obliger. Oui, mais comment vous voulez, excusez-moi, parce qu'on sort un peu du sujet, mais attirer les consommateurs dont je fais partie en disant, OK, tu auras ça, mais tu pourras décharger ou recharger que là. C'est là où il y a un problème. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Le ballon d'eau chaude, en fait, du moment que vous avez toujours la liberté de vous mettre en marche forcée quand la maison est pleine et que machin, ça ne vous gêne pas. Puis ça marche. Et vous y gagnez, parce que sur votre facture, vous y gagnez. Donc, en fait, il faut expliquer ça. Et moi, c'est vrai que je suis assez favorable à ce qu'on soit un peu directif, parce que je pense que laisser faire le marché, ça ne donne pas la garantie suffisante que ça va effectivement se passer comme ça. Et pour l'instant, à nouveau, 2 millions de bagnoles, mais quand il y en aura 18 millions en 2035, nous, l'enjeu, on l'estime à 10 gigawatts en 2035. La différence entre un scénario où on arrive à faire que la recharge à la maison se passe dans les heures creuses, la nuit, puis dans les nouvelles heures creuses qui vont arriver, là, entre midi et 2, versus un scénario, on laisse les choses se faire comme aujourd'hui. 10 gigawatts, c'est 10 réacteurs nucléaires en parallèle, un soir d'hiver en 2035, qu'on épargnera à la collectivité. Donc l'enjeu, il est énorme. Et là, on n'a pas besoin de V2G pour ça. Ça, c'est juste tout simplement du pilotage tarifaire basique. Donc, oui, mais ce sont des bornes qui sont pilotées par Enedis. Ce que vous voulez imposer. Non. Ça pourrait marcher sur toutes les bornes. Attendez, non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. On ne veut rien imposer du tout. Ouais. On dit juste, nous, cet enjeu-là, on le voit. Parce qu'on est un acteur du système électrique, donc maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais il nous semble que pour effectivement relever ce défi-là, il faut faire un peu plus que dire ce serait bien si vous installez une borne qu'elle soit pilotable. Il faudrait s'assurer que la recharge en mode majeur, le client peut toujours faire ce qu'il veut pour tel ou tel jour, mais en mode majeur, elle se déclenche à des heures qui vont être, ça va être win-win parce que ça va être favorable à la facture du client et ça va être favorable au. En tout cas, c'est la première étape. Et ce qu'on dit, alors effectivement. Je voudrais laisser la parole après Pierre. Non, mais ce qu'on a la faiblesse de dire après et qui peut-être vous fait réagir, c'est que pour réussir ça, il y a un truc qui s'appelle le compteur. Il y en a 36 millions, il y en a un dans chaque foyer, et ça a fait ses preuves. Le lien avec le compteur, c'est pas Enedis qui pilote. Non. Enedis ne fait que transmettre le signal que les fournisseurs vont utiliser pour faire leur offre tarifaire. Mais c'est quand même robuste. Alors c'est peut-être pas d'un point de vue technologique mirobolant, mais c'est robuste, ça marche, et il nous semble que ça pourrait servir pour ce cas-là. Je vais rapidement, Monsieur Renard, mais j'aimerais bien que ce soit Clément, Malik, vous pouvez réagir, parce qu'on arrive sur la fin du temps qui nous est imparti. Ça passe toujours trop vite, c'est comme l'électricité. Puis alors, c'est un continu, là. Clément, une réaction?
Non, je suis d'accord avec ce que dit Pierre. Je pense qu'il y a deux narratifs à tenir en même temps. C'est qu'à la fois une voiture électrique, ça doit rester une voiture. Son premier usage doit rester une voiture, c'est un usage de mobilité, et donc quel que soit ce qu'on en fait avec sa batterie, il faut qu'on puisse rouler avec sa voiture. Et dans le même temps, il faut aussi qu'on habitue les utilisateurs à utiliser de façon intelligente leur recharge. Et d'une certaine façon décalée, de façon obligatoire ou automatique, c'est aussi s'enlever une réflexion à avoir là-dessus. Quand on le redit sur les ballons d'eau chaude, on ne se pose pas la question de savoir, attendez, je vais le lancer maintenant, je vais le lancer plus tard. Après, il faut regarder, évidemment, pour nous, ce qui est important, c'est le changement de comportement. Après, il y a plein de façons de faire changer les comportements. Pas que de l'obligation, ça peut être de la pédagogie, ça peut être aussi des incitations tarifaires. Si c'est moins cher de recharger quand on a plein d'énergie renouvelable ou quand on a moins de consommation, à peut-être intéresser un certain nombre d'utilisateurs de le faire à ce moment plutôt que de le faire là où ça... Non, mais ça tombe sous le sens, là, pour le coup. Il y a plein de façons, mais il faut absolument qu'il y ait ce changement de comportement. Et je reviens sur cette analogie de la première marche vers le V2G, c'est qu'en habituant aussi le consommateur à gérer différemment sa recharge et pas simplement comme on le fait avec une voiture thermique, c'est-à-dire juste de l'avitaillement, je remplis, je vide, je remplis, et ben, on va aussi l'habituer à avoir une réflexion qui va un cran au-dessus pour ceux qui le souhaitent, d'aller sur du V2G, de réfléchir à le contrat qui est le plus adapté pour eux, tout comme on le voit aujourd'hui avec le contrat d'électricité qu'on va prendre. Certains consommateurs veulent quelque chose de très simple, pas trop se poser de questions. D'autres vont avoir une réflexion qui va plus loin. Il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde, d'une certaine façon. Malik ? Et ensuite, on finira avec Yasmine, et puis je redonnerai le mot de la fin à M. Renard qui trépigne d'impatience. Je partage ce qui a été dit, et juste peut-être une réflexion sur l'outil. C'est que le véhicule, c'est quand même on va dire le symbole de la liberté. C'est vraiment l'objet qui a, je pense, ces dernières décennies, le plus symbolisé la liberté. Le fait d'avoir ces discussions, de dire on va obliger de recharger à tel ou tel moment, ou on va fortement obliger, conseiller, etc. Je pense que ça va un peu à l'encontre de ce que représente le véhicule. Le véhicule, c'est un outil de liberté, de mobilité, ça c'est le premier point. Deuxième point, je reviens sur le TURP. J'ai bien pris l'exemple du ticket de train. Néanmoins, la tarification du ticket de train, elle est différente. Si vous êtes jeune, si vous êtes moins jeune, si vous êtes étudiant, si vous n'êtes pas étudiant, si vous êtes dans une métropole où on va inciter à ce que vous laissiez votre véhicule et qu'on est prêt à vous faire la gratuité du transport, etc. Donc il y a plein de modèles différents. Je pense que là aussi, la réflexion centralisée, le cadre centralisé, il est intéressant, mais la possibilité d'innover, d'expérimenter et de tester localement, c'est extrêmement important. Ça, je pense que c'est pas antinomique, mais en tout cas, on doit marcher sur ces deux jambes. Et voilà. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport aux collectivités, on est les communes rurales sont globalement loin de ces préoccupations liées au fait de réinjecter l'énergie au réseau. Mais il y a un sujet qui arrive et qui arrive fortement, c'est qu'elles vont devoir équiper 20% de leur place de parking en solution, avec des bornes de recharge. Et là, c'est intéressant effectivement de dire, il y a une incitation, où il y a même une obligation à ce que ces bornes, elles soient intelligentes. Et en tout cas, c'est ce que nous, on va faire sur le département du Rhône, c'est-à-dire on va accompagner les communes et on va mettre des bornes intelligentes qui permettront de faire ça. En plus, elles sont françaises, donc c'est pas mal. Yasmine ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire sur tous d'ailleurs, mais en particulier ce qui vient d'être dit sur le fait que l'objet voiture est un objet de passion, est un objet de liberté, antinomique certainement avec les obligations. Et justement, ça peut faire peur aux usagers. Je crois que pour les usagers, il faut que la solution soit simple. Et finalement, la meilleure recharge, c'est la recharge où vous vous branchez et vous n'y pensez plus. Et vous ne payez rien. Et c'est là où on arrive au V2G peut-être. Donc c'est un peu ça. Donc juste un mot pour dire comment l'utilisateur final, s'il a un gain financier, parce qu'il a une offre de fourniture plus intéressante, c'est ça qui va faire que ça marche. Et cette offre de fourniture plus intéressante
c'est pas à lui de savoir comment ça se passe. Ça se passe derrière par les fournisseurs en jouant sur les spreads de marché, comme tu dis, en équilibrant leur portefeuille, en participant au marché de réserve, que sais-je, mais c'est là où ça va se passer. Donc ça, c'est vraiment le gain un peu explicite que l'utilisateur aura. Un point aussi pour rebondir sur ce que tu disais, c'est au sujet finalement de l'impact, un peu de sensibilisation des clients final. Il y a un gain implicite dont on n'a peut-être pas eu le temps de parler cette fois-ci, mais la prochaine fois, c'est l'impact en termes d'économie circulaire, en termes d'impact carbone. Ça va venir juste après. Ça va venir voilà. juste après. Avec Claude, tu parlais du fait que le V2G, finalement, on va éviter les centrales de pointe. Les centrales de pointe, c'est les centrales les plus charbonnées, ou les plus carbonées. Donc, ça permet d'éviter ça. Et cet évitement de CO2, je pense que c'est aussi important pour les acteurs, finalement, Tout à fait. Les constructeurs auto, parce que le point CO2 est un point qui Luc Châtel l'a rappelé tout à l'heure, et donc je pense que c'est un point aussi positif. Donc ça, c'est un gain implicite pour l'utilisateur final, non seulement parce que, sans vouloir revenir sur le TURP, etc., en fait, les gestionnaires de réseau, de transport et de distribution n'ont pas peur de tous ces véhicules qui arrivent. Vous savez faire, vous avez fait ça depuis des centaines d'années. On adore, voilà. On veut plus. Vous en voulez plus. Une des manières de faire, c'est d'installer plus de câbles, c'est d'installer plus de transformateurs, c'est d'installer finalement plus d'équipements. L'impact pour l'usager, c'est sa facture électrique qui augmente. Et puis, donc voilà, ce gain explicite à travers votre fournisseur, ce gain implicite à travers finalement les économies en CO2, mais aussi les économies pour la collectivité, je pense que c'est ça qui est... Et puis on n'oublie pas non plus que le consommateur est au centre de tout, on en reparlera aussi, mais moi quand j'ai expliqué à certains de mes amis autour de moi que j'allais faire des conférences sur la V2G, ils m'ont regardé avec des grands yeux en disant « qu'est-ce que c'est ?» C'est-à-dire que ce n'est pas encore totalement popularisé. Pierre, vous avez mis 30 secondes parce que je veux que M. Renard finisse, après on a plein de questions. C'était l'histoire de la voiture et de la liberté. Bon, moi je suis d'accord, mais oui. Attendez, il faut repenser aussi à l'avantage de l'électrique sur le thermique. On peut faire le plein à la maison. Non, mais on peut faire le plein à la maison. Le véhicule thermique, vous êtes obligé d'aller à la station-service. Donc, en fait, c'est dans ce cadre-là, qui est déjà un avantage énorme, que moi je considère qu'on peut tout à fait, sans réfléchir, charger en heure creuse et on économisera tout le système 10 gigawatts, c'est pas vraiment une contrainte, donc voilà, je voulais dire que je pense pas que ce soit vraiment un frein. Merci Pierre de Fer. Non là messieurs, je suis obligée, vous n'allez pas m'aimer du tout, mais là il faut qu'on arrête parce qu'on a totalement dépassé le temps et je sais que Monsieur Renard, mais un petit mot de la fin, parce que vous avez fait un peu de signe. Je suis désolée Malik. Hein. Oui, très tout rapide. Petit mot, non, mais effectivement, on constate que c'est un sujet de passion et il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y aura certainement un peu plus d'obligations, mais pas trop, parce qu'on voit que les obligations, ça hérisse quand même les Français. Même aujourd'hui, on entend encore des personnes qui nous disent on nous oblige à passer à la véhicule électrique en 2035. Bon, ça on l'entend régulièrement, donc c'est vraiment problématique. Je pense qu'une des solutions reste quand même les incitations on va dire volontaire, et typiquement, alors, faire plaisir au système électrique, je ne pense pas que les gens qui se remettent, qui chargent en heure creuse, le font pour le système électrique, ils le font pour des problèmes d'économie personnelle directement, parce que les heures creuses, elles sont moins chères que les heures pleines. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut ressouligner, et on va avoir, enfin, on a déjà, je veux dire, ce qu'on appelle certains fournisseurs d'énergie qui font des super heures creuses. Et là, on est encore moitié moins. Et donc ces super heures creuses, c'est des choses qui doivent être plus encore généralisées. Et c'est encore du partage de la valeur, parce que les fournisseurs qui proposent ces éléments-là, c'est qu'à ces moments-là, l'énergie est moins chère. Donc voilà, faut ce partage de la valeur entre les fournisseurs d'énergie et le particulier. Je vous mets la pression, mais on a reçu des questions et puis on a des questions publiques également. Est-ce que vous avez envie de profiter? Je vais vous accorder encore mes 7-8 minutes de questions, tout compris, donc ça va être très très vite, parce qu'on va être tenu un peu par l'horloge qui n'est pas électrique. Ah si, elle est sur batterie. Une question dans la salle? Ou c'est vrai que vous avez été assez clair, on voit quand même qu'il y a des divergences. Alors, question Internet, et merci à ceux qui nous les ont envoyées. Si la V2F, c'est bien la V2F, hein? Ben, on est sur la V2J, mais je pense qu'il y a une petite erreur de frappe, c'est pas grave. Et l'effacement est intéressant et apprécié par RTE et Enedis. Pourquoi ne pas créer un tarif de rachat EDF de nuit pour une injection réseau via un stockage voiture ou stationnaire? Qui veut répondre? Pierre?
Oui, pourquoi non, je ne sais pas. C'est une question internaute. Hein. Je n'ai pas complètement intégré bien la question qui a l'air assez compliquée, mais de fait, je pense que derrière ça, il y a une réalité qui est un peu difficile effectivement à appréhender. C'est que quand on parle de valeur, tout à l'heure je parlais des heures pleines et des heures creuses, la valeur on peut la mesurer parce qu'il y a un tarif heure pleine, un tarif heure creuse. Et cette valeur-là, elle révèle l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à décaler de la consommation en heure creuse versus en heure pleine. Les 10 gigawatts dont je parlais à 2035, vous pouvez me croire ou pas, en tout cas on a la même estimation avec RTE, mais c'est un enjeu très élevé, mais il n'est pas aujourd'hui traduit dans l'écart heure pleine, heure creuse, parce que ça va venir. C'est ce qui nous attend. Si jamais on n'y arrive pas, on aura des surcoûts énormes. Donc je vois la question comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses à explorer, hein, c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs avec notre régulateur, à explorer pour avoir des tarifs éventuellement un peu créatifs qui favorisent des choses qui arrange le système électrique. Voilà. Mais plus que ça, je ne sais pas dire. Autre question, concernant le crédit d'impôt, alors c'est peut-être plus pour M. Renard, vous avez bien fait de venir. Hein. Que veut dire le pilotage, que veut dire pilotage exactement? Comment savoir si la borne l'est ou non? Oh, le sourire, vous... Oui, et Axel rigole aussi. C'est vous, Axel, sur le site internet? Non. Non, c'est une bonne question parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à mettre en place le texte réglementaire, l'arrêté qui définit ces éléments. Donc le plus simple, c'est que je préfère renvoyer à l'arrêté qui propose en fait plusieurs solutions. Effectivement, il y a la solution recommandée par Enedis, c'est le raccordement direct à la TIC du compteur Linky, mais il y a une autre solution, c'est une capacité d'avoir une connexion Internet. Donc voilà, donc il faut l'un ou l'autre. Et effectivement, pour avoir ce crédit d'impôt, il faut être pilotable. Il n'y a pas de garantie d'être réellement piloté. C'est une capacité A, contrairement au ballon d'eau chaude où quand il est installé, on est par défaut en fonctionnement heure creuse. On peut le forcer. Là, aujourd'hui, la borne qui ouvre droit au crédit d'impôt, elle n'est pas par défaut. Il faut le régler, alors soit effectivement en se mettant volontairement sur le dispositif, soit en programmant via la connexion Internet. Mais c'est loin. Et ce crédit d'impôt est valable jusqu'à fin 2025 pour l'instant. Et à l'avenir, on verra ce que nous dira un éventuel projet de loi de finances 2026. Mais ça, c'est pour plus tard. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Désolé, je sais que vous êtes frustrés sans doute parce que ça a été très vite. Et encore, on a pris 10 minutes de plus. Hein. Je pense qu'elle a dû faire 60 minutes. Non, je rigole. Vous êtes tous et toutes conviés à vous détendre un peu. Un petit moment boisson, tranquille. Je vous donne rendez-vous dans 20 minutes où on va parler des effets de la V2G sur la décarbonation avec Essan. Et pour la dernière table ronde qui va nous permettre de parler des modèles économiques et des opportunités financières. Donc restez bien avec nous. À tout de suite.